Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, dit « Tant que la gauche sera au pouvoir, on ne touchera pas aux 35 heures ». Il essaye de rattraper la gaffe qu'il a faite ce matin. Oui, enfin c'est tous les jours, quoi. C'est la danse de Saint-Guy. Vous voyez, ce gouvernement est atteint de la danse de Saint-Guy. Donc on n'arrive plus à suivre. Jean-Marc Ayrault passe sa vie à recadrer ses ministres. Il arrive même à se recadrer lui-même, quand même, ce qui est quand même assez fort. C'est très inquiétant parce que le pays va très mal et on voit bien quelle est la dérive. Je veux dire, la dérive, c'est de partir dans des sujets sociétaux dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas l'urgence par rapport aux préoccupations des Français. Là, le temps de travail, c'est pas un sujet sociétal, c'est un sujet de société, mais un sujet qui concerne les Français. Est-ce que c'est vraiment une gaffe ou est-ce que dans le fond, il dit il faut ouvrir le débat, après tout, c'est pas tabou? Non, mais le problème de savoir si c'est sur le fond. Le problème de savoir si c'est une gaffe ou pas, c'est lui qui le dit, puisqu'il revient immédiatement sur ses propos. Mais la question des 35 heures. Les 35 heures ont été une erreur majeure qui a entraîné une déstabilisation massive, d'abord du service public, et deuxièmement de toute une série d'entreprises, l'immense majorité d'entre elles qui ont été obligées de s'adapter à ces 35 heures. Le problème, c'est que remettre les 39 heures comme ça brutalement va entraîner exactement la même désorganisation et la même catastrophe économique pour beaucoup d'entreprises qui n'arriveront pas, je veux dire, à supporter ce choc alors que nous sommes dans une situation économique très difficile. Parce que vous, dans votre programme, vous n'étiez pas contre, vous ne voulez pas les revoir, les 35 heures. Il y avait une solution beaucoup plus simple. C'était d'autoriser la négociation par branche ou la négociation par entreprise, sans qu'il y ait un retour imposé à tous dans des délais qui soient prescrits aux 39 heures. Et puis, il y a eu un autre débat. C'est le débat, que vont devenir ces 4 heures? Est-ce que ces 4 heures vont être payées? Ou est-ce que c'est 39 heures payées 35? Parce que si... Alors, ça ne m'étonnerait pas que les socialistes proposent 39 heures payées 35, parce qu'ils ont complètement oublié toute politique sociale. Et ils mènent, en ce sens, une politique qui va contre l'intérêt des salariés en permanence, contre l'intérêt des classes populaires et des classes moyennes. Mais vous voyez bien que si c'est 39 heures payées 39, évidemment, beaucoup d'entreprises ne pourront pas supporter cette charge supplémentaire. Donc, en situation où le corps économique est malade, il faut éviter ce genre de bouleversement. Voilà ce que je crois, voilà quelle est notre opinion. Et pourtant, nous sommes des adversaires, encore une fois, résolus de la disposition qui a consisté à passer de 39 à 35 heures de temps de travail. Et Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, vous disiez, il n'arrive pas à se recadrer lui-même, il est recadré. Il n'a plus du tout d'autorité pour vous. Au contraire, il est un peu victime peut-être de l'indécision du président, de ses troupes. Comment vous analysez, vous, de l'extérieur, sa situation? Probablement. Parce que c'est un honnête homme, beaucoup le reconnaissent, il bénéficie d'une certaine sympathie personnelle des Français. Oui, d'accord, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, ça suffit pas. On peut être très très gentil quand on fait de la politique et qu'on est Premier ministre, mais être gentil, ça suffit pas. Il faut être compétent. Il faut être volontaire, il faut savoir où l'on va, parce qu'on n'y va pas tout seul, on y emmène le pays. Et c'est bien ce que l'on reproche à M. Ayrault, mais également, évidemment, à M. Hollande. Bon. Je crois qu'ils ne savent pas où ils vont parce qu'en réalité, ils se sont soumis à l'idéologie qui est celle du libre-échange, qui est celle de la soumission aux diktats de l'Union européenne. Par conséquent, il ne leur reste comme seule possibilité que d'essayer de créer des débats plus ou moins réussis, il faut bien le dire, sur des sujets tels que le mariage homosexuel, tels que le droit de vote des étrangers, tels que la dépénalisation du cannabis. On va en parler. Juste pour finir sur la compétitivité, parce que on a envie d'entendre vos idées là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai problème? Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous êtes, par exemple, curieuse? Vous attendez le fameux rappeur gallois? Non, moi, ce que j'attends, c'est la décision du gouvernement. Et je m'attends au pire. Parce que la réalité, c'est que l'UMP avait proposé exactement la même chose, mais en passant par la TVA antisociale. Le PS propose exactement le même processus. Pas un choc, mais un pacte. Mais par l'intermédiaire de la CSG antisociale. Ça veut donc dire que à chaque fois, il s'agit de faire baisser la charge le coût du travail pour le transférer soit sur les consommateurs, soit sur les contribuables. Ils n'en peuvent plus. Le problème de la compétitivité, il se résume à 2 problèmes principaux. 1, nous devons protéger nos entreprises de la concurrence internationale déloyale. Il faut donc abandonner l'utopie du libre-échange qui a tué notre économie et notre industrie.
premièrement. Deuxièmement, l'euro. L'euro, aujourd'hui, je vous arrête parce que trop cher. Les Allemands, ils sont compétitifs, ils ont les mêmes conditions. Non, madame, non, pas du tout. L'euro est une monnaie chère. Mais ils ont aussi ça a l'euro. été voulu par les Allemands parce que cette monnaie chère correspond à leur économie. Elle ne correspond pas structurellement à la nôtre. On a et donc décroché. nous portons un costume forcé qui est évidemment beaucoup trop grand et donc beaucoup trop lourd pour nous. Si l'euro était à 0,80, on aurait encore des problèmes, mais on en aurait moins. Mais il est à 1,30 et parfois même jusqu'à 1,40 $. Nous ne pouvons pas supporter cela. Nous partons avec un déficit de compétitivité majeur à cause de la monnaie. Et encore une fois, de surcroît, nous ne pouvons pas être compétitifs avec des pays qui ont des très bas coûts salariaux, qui n'ont absolument aucun système de protection sociale, qui ne respectent aucune condition sanitaire, aucune condition de sécurité, aucune condition de respect de l'environnement. Donc pour vous, c'est la sortie de l'euro, ça c'est clair. Le protectionnisme intelligent, le patriotisme économique, voilà ce que dit Arnaud Montebourg, faire... le Made in France, c'est ce qu'il dit, il pose en marinière, il le défend. Oui. Donc ils sont sur la même ligne. Vous voyez quand même qu'il s'agit d'une vaste escroquerie. Bon, il pose en marinière, c'est très bien. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il ne propose rien qui permette aux entreprises de lutter justement contre la concurrence internationale déloyale, qui est la conséquence de l'ouverture totale des frontières. Donc il a tenu un très beau discours, bien que lui parle de protectionnisme européen, ce qui ne verra strictement jamais le jour, mais il s'en est tenu aux propos. Et il est le ministre des plans sociaux. Il est le ministre qui, comme les autres avant lui, va avec sa boîte de Kleenex à la sortie des boîtes pour expliquer aux salariés... Vous feriez tellement différemment. Vous seriez en situation et vous feriez tellement différemment. Parce que je romprais totalement avec le système économique qu'ils ont mis en œuvre. Évidemment, je ferais radicalement différemment parce que j'augmenterais les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC et je ferais financer cette augmentation par les importations, ce qui n'a jamais été envisagé. Qu'est-ce que vous pensez parce que c'est contraire à la politique de Bruxelles. Peut-être que le site de Florange va être racheté par des Russes. Ce que vous en pensez? Oh, mais tout est racheté par les étrangers en France aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle peut-être. C'est une bonne nouvelle peut-être. Ah bien sûr, mais si vous considérez qu'il faut se féliciter que nos entreprises françaises soient achetées par les Russes, les Chinois, les Qataris, oui, la France est à vendre à la découpe. Elle l'était déjà sous Nicolas Sarkozy. Ça continue, ça s'accélère. Ça n'est pas mon ambition pour mon pays. Lorsque vous entendez Harlem Désir dire, il dit plus l'UMP, il dit l'UMPFN. C'est pour faire le pendant du MPS Peut-être. Mais ça vous, comment vous réagissez? Vous vous dites, dans le fond, l'UMP veut vraiment marcher sur mes plates-bandes? Non, mais l'UMP, d'abord, ça ne veut rien dire. L'UMP, ça ne veut rien dire. Moi, je remarque que dans l'UMP, il y a la base, dont une immense partie est très proche des propositions qui sont celles du Front National, de souveraineté, d'euroscepticisme aussi, de fermeté en matière de sécurité. Je crois que dans les sondages, ils indiquent qu'ils sont d'accord sur certaines choses, sauf sur l'Europe. Oui, et que c'est ce qui fait la différence. Non, il y en a aussi beaucoup. Des éléments. Il y en a aussi beaucoup qui sont d'accord avec nous sur l'Europe. Et puis il y a les dirigeants de l'UMP. Bon, les dirigeants de l'UMP, c'est clair, ils sont tous européistes, ils sont tous responsables parce qu'ils ont été au pouvoir pendant 10 ans. Je veux dire, moi j'entends aujourd'hui M. Fillon et M. Copé. Il n'y a pas de différence entre eux pour vous? Mais la preuve, j'ai assisté... Quand même, vous voyez bien qu'il y a des nuances, vous voyez bien que le ton est différent, vous voyez bien qu'il y en a un qui évoque les pains au chocolat, les manifs de rue, et l'autre non, qui parle de rassembler, qui parle... Écoutez, non, mais quand vous l'entendez, Jean-François Copé, qu'est-ce que vous dites? Non, mais Jean-François Copé a été ministre. Pendant 10 ans, ils ont été au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toutes les bonnes propositions dont ils parlent aujourd'hui? Il a fait voter la loi contre la burqa. Ah bah alors celle-là, quand il leur a parlé, quand il en aura parlé 1000 fois, je ne sais pas de quoi il parlera d'autre. À chaque fois, il nous la ressort. Ça vous agace quand même, peut-être. Avec un mensonge récurrent, d'ailleurs. Il affirme que c'est comme ça qu'il a fait baisser le Front National à mots. Oui, mais écoutez, tout ça est grotesque. Bon, avec un mensonge... Mais oui, c'est bien sûr, c'est faux. Avec un mensonge récurrent... Il a baissé quand même.
c'est qu'il dit le Front National était contre la loi. C'est totalement faux. Le Front National avait dit à l'époque, à quoi ça sert de faire voter une loi? Il suffit d'un règlement de police. Ça prend 3 minutes à signer. Mais il fallait faire, voilà, il fallait sortir la grosse caisse pour faire comprendre aux Français que, vous voyez, on fait quelque chose. Ils n'ont rien fait contre l'islamisation de notre pays. Ils n'ont rien fait contre l'islam radical. Ils n'ont rien fait contre l'immigration. Ils l'ont accéléré. Ils ont accéléré le communautarisme. Ils ont accéléré les violations de la loi sur la laïcité. Pourquoi voulez-vous que je crois et que les Français croient que ces gens qui ont été 10 ans au pouvoir sont capables demain de régler le moindre des problèmes qu'ils n'ont pas réglés hier, objectivement? Emmanuel Valls, lorsqu'il a un discours ferme sur la laïcité et en même temps une volonté d'ouvrir, par exemple, sur la nationalité. Mais vous savez, moi je suis saoulé de mots, je vais vous dire. Saoulé de mots. Et je pense que beaucoup de Français sont comme ça. Vous aussi, vous en utilisez beaucoup. Nous sommes ça fait partie de la politique. Vous aussi, vous en utilisez beaucoup. Écoutez, je ne rêve qu'une chose, c'est de pouvoir, moi, appliquer mes idées. Vraiment. Ouais. Donc j'espère un jour être en situation de le faire. Mais eux, ils ont été en situation de le faire. Ou ils sont en situation de le faire. Et ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Il n'en demeure pas moins que ce que j'ai vu, c'est que M. Valls a ouvert un certain nombre de métiers aux Roms, alors que nous avons nos compatriotes qui sont de plus en plus au chômage. Je remarque que le seul budget qui a été sanctuarisé, c'est-à-dire qui n'a pas baissé au ministère de l'Intérieur, c'est le budget de l'immigration et de l'intégration. Je remarque qu'il ouvre les conditions, il veut faciliter les conditions d'accès à la nationalité française, c'est-à-dire que la réalité, c'est que ces actes, comme d'habitude d'ailleurs, vont être l'exact inverse des propos qu'il peut tenir lorsqu'il est sur les différents plateaux de télévision. Est-ce que vous trouvez que vos députés, il y en a 2, Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard, sont assez présents à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on les entend? Est-ce que parfois ils disent pas aussi des choses un peu gênantes? Là, je vois que Gilbert Collard a envoyé une lettre pour dire aux gens de génération identitaire qui ont fait donc leur action violente sur la construction, sur le chantier de la mosquée à Poitiers, qui regrettent beaucoup de ne pas pouvoir les défendre, qu'il aurait bien aimé les défendre. C'est pas tout à fait votre ligne? Mais c'est l'avocat qui parle. Vous êtes en train de me parler du député. Bon, d'ailleurs, oui, l'avocat il a l'air de dire qu'il est d'accord avec eux quand même. L'avocat ne peut pas être avocat en l'occurrence, puisque justement il est député. Oui, donc il a l'air de dire qu'il serait d'accord avec eux, qu'il aurait été d'accord avec eux. Mais encore une fois, moi j'ai dit très clairement, j'étais contre la forme, mais je comprends le fond. Je comprends leurs préoccupations et je pense que ces préoccupations sont partagées par beaucoup de Français. Nos députés sont remarquables, je vais vous dire, remarquables. Ils sont remarquables par leur présence à l'Assemblée, par le travail qu'ils fournissent, par les amendements qu'ils ont déposés, dont d'ailleurs l'amendement sur la suppression de l'AME que M. Copé et ses amis ont refusé de voter. Mais ça ne les a pas empêchés, quelques jours plus tard, de plaider pour la suppression de l'aide médicale d'État. Près de 1 milliard. Maintenant, on va presque atteindre 1 milliard. Hein. Un certain nombre de rapports traînent dans les ministères indiquant que 800 millions sont d'ores et déjà largement dépassés. Vous avez été surprise lorsque Marion Maréchal Le Pen a dit « Tu es celle qui incarne l'espoir, qui incarne l'avenir, et moi tu es mon chef de file, je suis complémentaire, je ne serai pas en concurrence avec toi ». Elle est quand même jeune, tout le monde a été un peu surpris qu'elle se mette comme ça, presque en compétition avec vous. Oh non, au contraire, c'était ce que vous dites est exactement l'inverse. Oui, mais le fait de le dire, c'est... Non, mais elle répondait à un certain nombre de journalistes qui s'amusent à essayer de créer... Ils sont embêtants, les journalistes. Mais oui, de la compétition. Mais qu'ils s'amusent à faire cela. Pendant qu'ils font cela, ils ne font pas, hélas, le travail d'information que les Français attendent d'eux. Mais croyez-moi, s'ils espèrent créer un coin entre Marion Maréchal Le Pen et moi, eh bien, je leur souhaite bien du plaisir. Romney ou Obama? Mais ni l'un ni l'autre. Pour une raison simple, c'est que sur les sujets qui touchent à la France, c'est-à-dire sur la politique qu'ils mènent et qui pourrait avoir une conséquence sur la France, eh bien, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Voilà. C'est essentiellement leur positionnement par rapport à la régulation de la finance internationale et de ses dérives. Ni l'un ni l'autre ne veulent réguler cette finance. Et deuxièmement, c'est leur politique internationale qui est une politique de gribouille et qui a comme conséquence de renforcer les djihadistes, les fondamentalistes musulmans. Même Mitt Romney, enfin, dans son discours. Oui, mais partout où ils sont allés, ils sont très guerriers, mais à chaque fois qu'ils font une guerre, la suite de la guerre est pire que l'avant-guerre. Alors, je n'ai pas tellement confiance ni dans l'un ni dans l'autre. C'est pour ça que Jean-Marie Le Pen défend Bachar el-Assad et dit qu'il faut le défendre parce que c'est un réflexe de bon sens, de justice de le défendre.
C'est-à-dire que dans une interview à 20 minutes début octobre. Jean-Marie Le Pen, je crois, est assez outré de voir que l'information qui est donnée au peuple français sur ce qui se passe en Syrie est très éloignée de la réalité. Vous le savez, mais la défense de Bachar al-Assad, c'est autre chose que de dire qu'il y a des islamistes éventuellement dans l'opposition. Il fait ce qu'il veut. Bon, vous pouvez d'ailleurs l'inviter. Il m'a dit, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été invité chez vous, ça lui manque beaucoup. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une guerre civile en Syrie. Attendez, mais vous êtes d'accord avec lui? Parce que là, je comprends très bien. Vous allez nous dire qu'il y a des islamistes radicaux si vous contre... me coupez la parole avant que j'ai pu répondre, vous ne saurez pas ce que j'en pense. Bon. C'est dommage. Donc, il y a une guerre civile où deux groupes s'entretuent, dont un qui tue les autres avec nos armes. Les armes qu'on leur a livrées. Voilà. Et donc vous préférez l'autre, qui est un dictateur sanguinaire. Non, mais je ne préfère rien, madame. Je ne suis pas aussi binaire que cela. Je pense qu'en politique internationale, il faut prendre de la hauteur, qu'il faut essayer d'analyser les choses. Ce que je sais, c'est que les massacres de civils ne sont pas exclusivement le fait du régime de Bachar el-Assad, contrairement à ce qui nous a été dit, notamment par les médias français, et que... c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on reconnaît effectivement que c'est beaucoup plus complexe. Eh bien, écoutez, tant mieux, après tout, si des erreurs ont été commises par le passé, tant mieux qu'elles soient réparées. Mais il y a des guerres psychologiques, il y a des guerres médiatiques, et ce dont je suis persuadée, c'est que ceux qui participent des rebelles, que l'ensemble de la classe politico-médiatique trouve extraordinairement gentils, sont exactement les mêmes que ceux qui, en Libye, ont, avec notre effort de guerre, gagné et imposé immédiatement la charia. Donc la disparition de la démocratie, en Libye, et évidemment des droits de l'homme auxquels tout le monde est censé être si attaché. Merci beaucoup Marine Le Pen. Restez avec nous dans un instant, le journal de Thomas Lequartier. Et puis on parle de la situation aux États-Unis après l'ouragan Sandy avec Nicole Bacharan et Thomas Snegarov. À tout de suite.